Bienvenue sur Média TV et l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Omar Mtioui. Il est musicien, musicologue, auteur d'ouvrages sur la musique, gardien de la mémoire du luth et fondateur de l'association Confluence musicale et de la troupe Al-Wafid. Voici maintenant plus de 35 ans donc que ce mélomane dédie sa vie à la musique mais également à son activité professionnelle car il est aussi pharmacien. Omar Mtioui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et très bon Ramadan à vous. Merci à vous, Ilham. Vous me donnez une occasion vraiment en or pour souhaiter un bon Ramadan à tous les Marocains que nous aimons beaucoup et puis à tous les musulmans du monde. Alors, j'ai envie de vous poser tout d'abord ma première question. Vous, en tant que musicien, mélomane, est-ce que le mois de Ramadan, vous avez envie d'écouter une musique en particulier ? Bien sûr, c'était le mois qu'on attendait le plus parce qu'il y a toutes les veillées nocturnes dans les différents clubs de la ville, les associations, les rencontres. Bien sûr, c'est un mois idyllique pour les musiques traditionnelles et on voit qu'il y a un regain d'importance et de sensibilité vraiment de tout le monde vis-à-vis des musiques traditionnelles pendant le mois saint. Alors justement, vous parlez donc ce mois saint est toujours pour nous Marocains, musulmans, de nous retrouver. C'est le mois de la famille, des retrouvailles, comme vous le dites, d'éveiller. Est-ce qu'on peut trouver une explication pourquoi justement ce mois de Ramadan nous insiste à écouter un peu de musique? Il y a beaucoup de soirées de musique andalouse, mais également de musique soufie. Qu'est-ce qui finalement permet et facilite justement au public pendant ce mois justement d'être un peu plus à l'écoute justement de la musique? Je crois que il y a les socles en commun, c'est-à-dire en premier lieu la religion qui nous relie tous. Donc, et Ramadan, c'est l'un des piliers de la foi musulmane. Donc, bien sûr, on ne sent plus. Le Ramadan, c'est pour sentir un peu aussi la fin de l'autre, etc. Donc, c'est un mois qui nous rend plus sensibles. C'est un mois de prière, c'est un mois de méditation, c'est un mois de réflexion, c'est un mois de remise en cause de sa propre vie, etc. Donc, il n'y a pas mieux que, bien sûr, premièrement, la prière, les cantiques, les tajwid et tartil, les psalmodies du Coran, et puis, bien sûr, les genres musicaux les plus proches de cette tradition, de cette grande tradition arabo-musulmane. C'est bien sûr la musique al-ala, qui était en vogue avant, bien sûr, elle passait sur des antennes de TV, sur les radios, etc. Maintenant, il s'est éclipsé au détriment des autres genres, malheureusement, parce que moi je dis que notre identité, c'est à nous de la préserver, de la garder, c'est pas aux autres. Les autres, ils nous bombardent avec leur musique, avec leur vision du monde, et si nous ne sommes pas fidèles à nous-mêmes, on ne peut pas construire un avenir et une histoire commune et forte d'un Maroc fort. Et je crois que ça doit venir. Et là, il y a plusieurs ministères que je vise qui devraient un peu donner plus d'importance au legs de cette grande civilisation arabo-musulmane en général et marocaine en particulier. Alors, vous le disiez, le mois de Ramadan nous rapproche un peu, on est plus sensible de cette musique, et on dit que la musique, c'est un peu le langage de l'âme. Est-ce qu'on peut dire que justement, pendant ce mois de Ramadan, c'est vraiment cette citation prend tout son sens? Je prends des précautions à ne pas trop verser dans la musique parce que, il y a les autres qui vont se dire, Ramadan, c'est pour prier, etc. Mais heureusement qu'il y a ce qu'on appelle la sama, l'audition mystique, et tout le courant soufi qui a inventé une grande musique qui est vraiment extraordinaire, et là je ne parle pas du Maroc seulement, je parle du monde musulman, donc où chaque partie du monde a gardé vraiment une musique raffinée, surtout la partie religieuse, et nous
pour l'arabo-andalou ou pour Al-Ala spécifiquement, vers 1885, il y a une commission qui s'est réunie à Fès avec les grands ma'allim et à leur tête le grand vizir l'Arbi al-Jama'i. Ils ont changé tous les poèmes de la Noubaram al-Maya qui étaient dans une thématique profane en panégyrique. Et depuis lors, c'est la Nouba idéale et on la joue presque entière durant ce mois de Ramadan. Donc c'est un socle, je dirais, poétique idoine pour se réunir tout en restant fidèle au mois du jeûne. Alors j'aimerais juste avant de poursuivre qu'on regarde ensemble cet extrait. On regarde. J'aimerais qu'on parle un peu de vous tout au long de votre carrière et on se connaît depuis très longtemps. Beaucoup de choses se sont passées justement dans votre univers musical. On peut parler par exemple de Eduardo Pinawa, de Begonia Olavide pour former le groupe Ibn Baya. Après, il y a eu l'association Confluence. Vous avez travaillé avec un luthier espagnol pour Carlos Paniagua pour justement refabriquer cet instrument qui vous est si cher et que, en fait, avec lequel vous jouez. Est-ce que vous pouvez un peu nous résumer comment votre chemin musical justement a confluencé et est allé justement dans ces sens, dans cet univers espagnol, mais aussi dans cet univers de la préservation et de la protection du patrimoine musical marocain. Donc, je commence par l'anecdote. Quand je suis retourné de Bruxelles, de l'ULB, où j'ai eu mon diplôme de pharmacie, donc j'étais en train d'installer la pharmacie et en même temps, je me suis réinscrit au conservatoire pour me ressourcer et refaire mon solfège et bien sûr passer mes examens de musique arabo-andalouse Al-Ala, diplôme qui est octroyé par le ministère de la Culture. Après, donc, on a commencé à enregistrer des noubas entières avec Cheikh Ahmed Zeytouni, que Dieu le préserve. Donc, 3 noubas avec le ministère de la Culture et la Maison des Cultures du Monde. C'était un projet vraiment extraordinaire et c'était l'ancien ministre de la Culture, Sidi Mohamed Ben Issa, qui était derrière tout ça. Et c'était nécessaire, c'était le moment parce que les grands maîtres étaient mourants et donc il fallait préserver le patrimoine et enregistrer. Juste après, je vais avoir des contacts avec une chorale espagnole de Séville, dirigée par un certain Parejo, qui va m'orienter et m'indiquer des choses nouvelles, c'est-à-dire une chorale qui voulait chanter en arabe, mais il leur fallait un moyen de prononcer l'arabe sans connaître l'arabe, parce que enseigner une langue, il faut des années. Donc là, ça a commencé le problème de transcription et translittération. Là, je suis entré dans un monde nouveau et c'était une riche expérience avec cette chorale Juan de Triana, et qui a duré quelques années. Et puis par après, j'ai fait la connaissance d'Eduardo Paniagua et on a enregistré le premier CD en 1995. Et pour l'anecdote aussi, c'est le CD qui passe sur tous les avions du Maroc à la rame grâce à Sidi Idriss Benhima, grand mélomane que je salue depuis ce plateau. Et puis après, la collaboration s'est enchaînée avec d'autres travaux. Et là, il y a des dates très importantes pour entrer dans le monde de la musique mystique, la musique religieuse, la musique soufie.
c'était à l'occasion de l'enregistrement de mon premier CD, Ritual Soufi Andalousie. Et ce rituel, donc, Cheikh al-Mehdi, Sidi Mohamed al-Mehdi Temsamani était encore en vie, donc on a travaillé, on a collaboré. J'ai trouvé quelqu'un de très ouvert, de très... donc c'est le Cheikh de la Zawiya al-Ktaniya à Tanger. Et on a fait un album extraordinaire qui a connu une expansion internationale et qui, jusqu'à aujourd'hui, il a une qualité extraordinaire, enregistrée au Palais Moulay Hafid, mais mixé dans les studios de Madrid. Après, donc, la constitution de mon association, il y a Carlos Paniagua qui est venu, qui a installé son atelier de fabrication des instruments de musique. Il a fabriqué beaucoup d'instruments. Et puis un jour, on s'est dit, pourquoi pas revenir à l'instrument authentique, le oud authentique du Maroc, qui s'appelle le oud ramal, et qui s'appelle aussi le oud swiri, qui s'appelle aussi le oud douyis, selon les différentes parties du Maroc. Et donc, à la base de cette reconstitution, on n'a pas seulement reconstitué un instrument, mais le fait de le réintégrer et le fait de savoir et trouver un style pour cet instrument qui est tombé en désuétude dans les années 20-30 au Maroc, c'était tout un travail et heureusement, grâce à cette collaboration, on a retrouvé un instrument emblématique qui devrait être vraiment le symbole de tous les instruments du Maroc avec le rabab et le tar. C'est les trois instruments principaux qui ont fait résister, je dirais, à tous les autres, parce que, bon, il y avait le qanoun, il y avait plusieurs instruments de vent, etc. Quand on voit les miniatures d'Alphonse X, le Sage, on est ébahi. Il y a une multitude d'instruments qui n'existent plus, qui n'ont pas été préservés, mais miraculeusement, le rabab, le oud ramal et le tar, c'est les trois instruments principaux. Donc je suis fier d'avoir participé à cette, d'avoir redonné la vie à cet instrument. Moi, je ne sais pas si on va un peu bifurquer parce que je voulais parler de votre carrière, mais me parler de rbab, parce que moi j'adore rbab, je trouve que c'est un instrument, c'est le mal-aimé de la hala. On a l'impression que rbab, c'est vraiment un instrument, on le voit, il a deux cordes, corrigez-moi, hein, oui. Mais c'est le mal-aimé de l'ensemble. Quand on le voit, il est dans son petit coin. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur rbab? Oui, tu as raison. Donc, le rbab, c'est emblématique, c'est l'instrument qui fait rêver parce qu'avec deux cordes et avec une technique spécifique, avec des cordes en boyau, etc. Et donc, c'est le chef. En vrai, oui, c'est lui le chef. Parce qu'il marque la rythmique et il donne vraiment ce qu'on appelle la trame monodique, c'est-à-dire les notes principales. Donc ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'instruments qui font le violon, etc., qui donnent toutes les notes, etc. Mais le chef, il est serein, il est là. Et là, il y a plusieurs grands maîtres de Tanger, de Tétouan, de Fès, de Salé, sans citer les noms pour ne pas... brusquer certains, on va dire. Il y a de grands maîtres de rbab au Maroc. Normalement, et là, je suis obligé d'en citer un, c'est Omar Jaïdi. Sidi Omar Jaïdi, c'est lui qui nous a représentés au premier congrès du Caire, le premier congrès de la musique arabe en 1932. C'était un événement majeur. Et lui, avec sa troupe, ils étaient huit musiciens. Il a joué d'une manière vraiment extraordinaire. L'enregistrement, il existe. Et à tous les mélomanes, je leur dis de revoir leur vision de l'écoute de cette musique de 1932, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, bon, c'était rudimentaire, c'était archaïque, c'était pas bien, c'est pas comme aujourd'hui avec nos orchestres et tout ça. Non, mais pour moi, qui suis chercheur et versé dans la matière, je crois que là, il y a une puissance, de jeu de rbab qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Parce que les autres instruments, ils ont un petit peu
étrangler cet instrument. L'instrument, il est magnifique en tous les cas. J'adore le rbab comme le luth également, mais le rbab, il a une âme et il est particulier. Alors j'aimerais juste qu'on continue un peu dans votre parcours. Je disais donc il y a eu toutes ces rencontres que vous avez fait tout au long de votre carrière. J'aimerais comprendre. En fait, vous êtes un savant, donc un musicologue, donc qui est vraiment allé vraiment dans les fins fonds de la musique, mais vous la gardez pas un peu dans son cocon, mais vous l'ouvrez à d'autres univers. Et ça, malgré, vous tenez à ce que cette musique andalouse est quand même arabo-andalouse et ce rayonnement, mais ça ne vous empêche pas quand même de la partager avec d'autres cultures. Moi, je l'ai partagée, mais je suis un préservateur aussi. Oui. Parce que c'est comme un temple. Il faut que les gardiens du temple fassent leur travail. Parce qu'elle est un petit peu, ou même beaucoup, sujette à plusieurs influences qui viennent aussi bien de l'Occident que de l'Orient. Et nous, on est pris en sandwich dans le Maghreb parce que vraiment, on est tiraillé entre ces deux pôles. Donc, la musique arabo-andalouse, marocaine, algérienne, tunisienne, libyenne, elle a une spécificité extraordinaire. Donc, on a cette grande nouba qui nous unit, qui nous donne vraiment un cadre à l'époque où l'Europe sombrait encore dans l'obscurantisme. On avait déjà un grand conservatoire de musique avec Ziryab à Cordoue en 822 et on avait à Cordoue, je ne sais pas, 70 hammams, des centaines de librairies et de bibliothèques, l'illumination dans les quartiers, tout ça. Donc, pour dire que le raffinement, il était à son maximum. Et cette musique, elle a commencé sa gestation, bien sûr, à l'Andalous et au Maghreb en même temps, parallèlement, parce qu'on oublie que Ziryab, avant d'aller à Cordoue, il a passé aussi pas mal d'années dans la cour des Aghlabides à Tunis. Donc de là, il a pris quelques éléments de la musique africaine et berbère. Mais bon, pour résumer, il fallait attendre 2 siècles après la venue de Ibn Bajjah pour constituer vraiment le socle de cette musique. Je sais, je me suis un peu égaré. Non, mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Vous êtes un passionné, donc on sait que tout ce que vous nous dites, vraiment, ça nous fait plaisir de vous entendre parler de cette musique avec cette passion. Pour revenir, aux influences, c'est-à-dire, les influences, elles sont de 2 natures. Dans le chant et dans les instruments de musique. Et entre le chant et la voix, il y a toujours une relation. Toute civilisation essaye de trouver des instruments qui complètent la voix, ou qui vont avec, ou qui imitent la voix. Donc l'instrument il est très important. Et là, mon cheval de bataille, c'est bien sûr, c'est le piano qui a fait irruption dans notre musique, parce que l'influence occidentale qui était très présente, c'est un instrument tempéré, qui a une gamme occidentale qui s'est développée à travers beaucoup de siècles, à partir de Zarlino au XVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc le tempérament, il a connu une évolution extraordinaire. Et là, quand on commence déjà à parler de ce jargon, les gens ne comprennent pas. Ils aiment, ils écoutent parce que Temsamani, il a fait de cet instrument tout un emblème. Mais l'époque de Temsamani, elle est différente. Donc la musicologie s'est développée, il y a beaucoup plus de recherches, il y a beaucoup plus d'outils pour pouvoir analyser les choses. Donc moi, je préconise un retour aux vrais instruments, comme vous avez dit, c'est-à-dire le rbab, qu'il reste et qu'il tienne sa place. En fait, voilà, exactement. Un retour du oud ramal, pourquoi pas,
Pour le moment, il est timidement caché ici à Tanger, mais il devrait prendre plus d'ampleur avec les temps. À Fès, à Salé, à Rabat, il y a des musiciens extraordinaires partout au Maroc que je salue, qui sont des confrères, des amis, et qui pourraient se pencher aussi vers, parce que ce n'est pas une exclusivité de Tanger. Non, cet instrument, il était un peu partout. Et voilà, un retour aux vrais instruments. Et un peu s'écarter des influences orientales dans les chants. Parce qu'on a des gammes qui sont extraordinaires, des tobots qui sont des modes. Et si on introduit ces instruments et ces influences orientales, on va perdre notre identité. Avant de poursuivre, j'aimerais qu'on regarde ensemble cet autre extrait. Alors, Omar Mtioui, vous avez une très très riche activité, des concerts, des disques à enregistrer, mais cela ne vous empêche pas d'écrire. Et justement, vous venez de sortir cet ouvrage qui s'appelle donc Nouba Rab el Maya, et c'est avec l'Académie du Royaume. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet ouvrage, qui j'imagine doit être très précis et destiné à un public bien particulier? Bien sûr, évidemment, il s'agit de musicologie. Mon premier livre, Al-Istihlal, il a vu le jour en fin 2018. Et maintenant, avec ce nouvel ouvrage, je dirais que j'ouvre une autre fenêtre sur la recherche musicale arabo-andalouse Al-Ala. Donc, c'est un ouvrage décliné en 2 tomes, en 2 volumes. Le premier, il reprend des généralités sur la nouba, les tobos, les modes, etc., en langue de Molière. Et puis, il y a les transcriptions qui reprennent 132 sanaa. Et c'est énorme, et c'est des années et des années de recherche pour arriver à ce résultat, grâce à beaucoup d'amis que je salue ici, que ce soit de Tanger, de Fès ou de Tétouan, de Rabat, Salé, etc., les grands ma'allim qui m'ont donné beaucoup de sanaa, qui étaient vraiment... donc c'est un travail de compilation et parce que pour préserver ces sanaa, sinon elles disparaissaient. Le deuxième tome, c'est la nouveauté, je dirais, par rapport au travail de Al-Istihlal et de Rab el Maya. C'est une recherche approfondie sur la thématique de Nouba Rab el Maya, parce qu'on sait que cette Nouba, dans les manuscrits de Al-Hayek, qui datent de 1800, toute la Nouba était avec des poèmes profanes qui chantent l'amour, qui chantent le vin, qui chantent le coucher du soleil, etc., comme les autres Noubas. Mais petit à petit, les gens ont commencé à échanger les poèmes avec d'autres panégyriques. Et en 1885, comme j'ai dit tout à l'heure, une commission s'est réunie à Fès pour revisiter le vieux haïk, le Kunnash de Al-Haïk, le livre, le chansonnier premier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit la Nouba Rab el Maya entièrement avec des panégyriques. Et c'est pour ça que maintenant, c'est la Nouba la plus emblématique, parce que, bon, on reste quand même un pays qui donne beaucoup d'importance à la religion. Donc, et cette transmutation poétique, ce glissement sémantique, il a beaucoup influencé. Et heureusement, grâce à l'association de Casablanca, l'association des mélomanes, on a enregistré l'intégrale de cette Nouba avec les poèmes originaux.
Et ça, c'est très important parce que c'était pas un travail facile et avoir l'occasion de faire ce travail, c'était pas encore donné à tout le monde. Et je suis heureux d'avoir travaillé sur une nouba que les Marocains, ils aiment, ils enchérissent, ils adorent. Tout le monde connaît Saqani Manhaoui Khamra, tout le monde Namdah Mohamed, Ahl Sama, des poèmes qui sont un peu connus de par tout le monde. Merci beaucoup Omar Moutiwi d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc musicien, musicologue et que vous venez de sortir 2 bouquins donc sur la nouba de Raml Maya. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur nos différents canaux, Média TV Arabique, Média TV Maghreb, Média TV Afrique et sur notre média digital medianews.com.